7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La culture russe n'est plus de mise en Ukraine. Le Parlement ukrainien a voté il y a quelques jours plusieurs lois contre la diffusion de la langue russe, de la littérature russe, de la musique russe. Médias, écoles, espaces publics, une partie de ce patrimoine ne pourra plus y trouver sa place. Quelles œuvres et quels artistes sont concernés par ces interdictions? Bonjour Irina Dmitrichine. Bonjour. Vous êtes historienne, maître de conférences et responsable des études ukrainiennes à l'INALCO. Que disent les textes votés dimanche au Parlement ukrainien? Alors, ces deux textes concernent la production musicale récente, donc qui a été produite en Fédération de Russie, mais aussi en Biélorussie et dans le territoire temporairement occupé. Donc, la loi vise clairement, et c'est dit en toutes lettres, le pays agresseur. Il s'agit donc des produits récents exécutés ou réalisés par les chanteurs actuels. De cette liste sont exceptés ceux qui ont pris publiquement parti contre la guerre. Cette loi augmente notamment la part des chansons ukrainiennes jusqu'à 40% dans la diffusion média, jusqu'à 75% la production d'informations et des programmes de divertissement. Donc il s'agit clairement, à mon sens, d'une loi qui est prise en temps de guerre, qui vise le pays agresseur et qui dit on n'achète pas et on ne consomme pas un produit qui vient de ce pays. Mais alors ça veut dire que ce qui n'est pas récent n'est pas visé, puisque par exemple Vladimir Poutine disait que Shostakovich était aujourd'hui victime d'opprobre un peu partout, mais notamment en Ukraine. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce qu'on va pouvoir toujours écouter du Shostakovich en Ukraine? On peut toujours écouter Shostakovich, Tchaïkovski et tout le patrimoine classique de la culture russe. Donc cette loi qui, d'une part, s'attaque à la production musicale récente, s'attaque également à la production imprimée en provenance de nouveau du pays agresseur, des territoires temporairement occupés et de Biélorussie. Et cette mesure-là est également une mesure à la fois de protection économique et de contenu, en quelque sorte, qui estime que la production récente peut contenir les messages contraires à ce qui se passe en Ukraine, donc disons-le clairement de la propagande, et donc qui interdit l'importation de cette production, sachant que l'impression ou la diffusion des auteurs russes fabriqués en Ukraine, c'est-à-dire les livres imprimés en Ukraine, ne sont absolument pas visés par cette loi. Justement, qu'est-ce qui est visé? Quel est le but de cette loi? Est-ce que c'est une mesure symbolique? Est-ce que c'est une mesure qui vise à limiter le soft power, comme on dit en français, et le soft power russe, autrement dit l'influence culturelle russe? Expliquez-nous, Irina Dmitrichine. Eh bien, nous sommes en guerre et il s'agit clairement des lois prises en temps de guerre et qui visent donc à cette séparation symbolique avec le produit du pays agresseur, quel que soit. Donc, tout comme on ne fait pas de commerce et on ne prend pas les biens de consommation ou je ne sais pas, tout ce qui est la production industrielle, eh bien, dans ce cas, c'est le produit culturel qui est visé, sachant qu'on a tout à fait le droit de publier les œuvres russes en Ukraine, ou de diffuser les œuvres qui ne sont pas concernées par ces 30 dernières années et qui ne sont pas produites par les citoyens russes actuels. Encore une fois, sont exclus de ces lois les auteurs, les interprètes qui ont pris publiquement parole contre cette guerre. Et je pense qu'il s'agit vraiment de cette mesure hautement symbolique qui s'impose dans une période de si haute intensité que vit l'Ukraine aujourd'hui, qui est la guerre. Mais alors, auparavant, est-ce que les cultures russes et ukrainiennes étaient mêlées, indistinctes? Parce que on a du mal, si on n'est pas russophone ou ukrainophone, justement, à distinguer les deux, Irina Dmitrichine. Eh bien, effectivement, dans la mesure où cela fait 300 ans que l'Ukraine faisait partie, la majeure partie de l'Ukraine faisait partie de l'Empire russe, ensuite de l'Union soviétique, effectivement, il y a eu beaucoup de mélanges. Comme tout centre de métropole impériale, il y a eu quand même toute cette captation des élites qui partaient à Moscou parce que ça permettait d'avoir une meilleure carrière, une meilleure diffusion, etc. Donc, la distinction, elle se fait d'une part où ce produit a été réalisé et surtout par l'auto-identification de son auteur. Est-ce qu'il se considère russe ou ukrainien? Quelqu'un comme Dovzhenko, par exemple, bien qu'il
tourné les films à l'époque soviétique et était citoyen soviétique, a toujours clairement il considérait qu'il était ukrainien. Quelqu'un qui n'a jamais eu cette intention, ne s'est jamais considéré comme ukrainien, n'a jamais travaillé sur le sujet ukrainien, etc., peut tout à fait être considéré comme un relevant du patrimoine russe. Et alors, le fait que la langue russe, parce qu'on a bien compris que la question de la langue était une question absolument cruciale dans ce conflit, quels sont là aussi les voisinages ou les distinctions à faire entre l'ukrainien et le russe? Ce sont incontestablement des langues relativement proches qui sont sorties de la matrice commune, exactement comme le latin a été une matrice commune pour le français, l'italien, etc. Donc le russe et l'ukrainien avaient une base commune, mais depuis le XIIe siècle, ont suivi des voies différentes. Ensuite, lorsque l'Ukraine a perdu son indépendance étatique au XVIIe siècle, eh bien c'est devenu une langue appauvrie, si vous voulez, donc qui était plutôt dans l'usage privé. C'est au XIXe siècle que les écrivains et les intellectuels commencent à la développer, à écrire en cette langue, en essayant de dépasser les différents interdits qui ont été introduits par l'Empire russe. Depuis 91, c'est la langue d'État, la seule langue d'État qui jouit à ce titre de l'intégralité des registres d'une langue, à la fois une langue parlée, une langue écrite, une langue des sciences, etc. Et donc, c'est la langue d'État en Ukraine. Et cette guerre culturelle, si on peut l'appeler ainsi, Irina Dmitrichine, est-ce qu'elle est nouvelle ou est-ce que c'est ancien qu'il y ait donc cet enjeu, cette rivalité, cette distinction, je ne sais pas quel terme employer? Alors, depuis 89, donc avant même la fin de l'Union soviétique, il y a eu une prise de conscience en Ukraine de la disparition de la langue ukrainienne. Et donc, toute une série de mesures incitatives donc dans l'enseignement, dans les médias, etc., ont été prises, pas tant pour c'était à la fois l'ukrainisation et dérussification. Car il ne faut pas oublier que s'il y a un si grand nombre de russophones en Ukraine, c'était un produit de russification. Ce n'était pas bien sûr, il y a eu beaucoup de mélanges à l'époque soviétique. On aimait bien, Staline surtout, aimait bien déplacer les populations et donc faire venir d'autres personnes à la place. Il y a des grandes cités industrielles qui étaient ces centres d'attraction pour l'ensemble des ressortissants de l'Union soviétique. Donc, il y a eu une urgence, une prise de conscience du fait que l'ukrainien était en train de disparaître. Et donc, depuis 91, depuis l'indépendance, depuis le moment où l'ukrainien est devenu la seule langue d'État, il y a une lente réimplantation, si vous voulez, de la langue ukrainienne. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en Ukraine, il y avait une sorte de dégradé. Il y avait plus d'ukrainophones dans l'Ouest, moins de russophones, mais plus on allait vers l'Est et vers le Sud, le ratio se rétablissait et donc la langue russe était plutôt dominante dans l'Est, dans le Sud. On l'entendait aussi beaucoup dans la capitale ukrainienne. Donc la langue russe était tout à fait courante et présente et il faut vraiment souligner que les Ukrainiens sont bilingues. Merci beaucoup, Irina Dmitrichine. Je rappelle que l'on peut retrouver ce dialogue sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France, 7h23.